Bonjour à tous, merci. Donc on va parler, et merci beaucoup Jean-Marc pour l'organisation, on va parler de climat. Et le climat, comme on l'a vu, c'est quelque chose qui tenait beaucoup à cœur Roger Guenry, qui était tout au long de sa carrière, c'est pas seulement les dernières années, les premiers travaux, c'est dans les années 74-75, en même temps ou suivant les travaux de Serge-Christophe Kolm là-dessus, on reviendra peut-être. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a aussi bien travaillé d'un point de vue théorique que d'un point de vue beaucoup plus appliqué, avec des rapports. Et on va essayer de retranscrire ça. On va commencer d'abord à parler d'un point très conceptuel qui lui tenait à cœur, c'était le taux d'actualisation, avec Christian Gaulier et Olivier Guéant. Et après, on passera sur des questions de négociations internationales et de politique climatique. Et peut-être qu'on entrera un petit peu dans des détails. Oui, mais merci beaucoup. Effectivement, ce qui est assez extraordinaire chez Roger, et c'est assez rare, c'est un économiste qui est à la fois et qui couvre un champ assez large de la théorie du développement de la théorie la plus absconte au débat de politique publique la plus concrète, et il y a quand même extraordinairement bien réussi. C'était un pionnier d'usage des mathématiques dans la science économique, et n'a pas fini cette exploration et c'est l'utilisation de ces outils de porter des fruits nombreux impressionnants. Il en a été un des leaders mondiaux. Et en même temps, effectivement, il était engagé dans la cité pour préparer cette intervention. Je suis allé relire le rapport préparatoire au 7e plan de l'économie française, qui a été publié en 1973, et c'est un document d'une centaine de pages dans lequel Roger est contributeur. Il était jeune, et déjà à cette époque-là, malgré le développement de ses travaux très théoriques, il était en train de réfléchir à comment concrètement, dans une économie qui était finalement très éloignée des enseignements que l'on faisait à l'époque, de l'économie d'équilibre général, qui disait qu'il suffisait de regarder les prix pour déterminer l'évaluation des politiques publiques, que finalement il suffisait de regarder le taux d'intérêt pour dire que c'était le taux d'actualisation qu'il fallait prendre, puisque le taux d'intérêt reflétait en même temps la productivité marginale du capital, et donc le shadow price du capital, et en même temps le taux marginal de substitution intertemporelle, qui reflétait les préférences des individus entre consommation aujourd'hui et consommation demain. Bien, en fait, la réalité, c'est qu'on ne faisait pas du tout ça, et que les taux, si on avait dû faire ça à l'époque avec des taux de rendement du capital qui étaient mesurés à l'époque, et c'est assez intéressant de lire ça dans le rapport de 73, de 15-18% par an en réel. Donc le rapport prenait un taux d'actualisation de 10% à l'époque en réel, et effectivement, à 10% en réel, les problématiques de développement durable sont totalement inexistantes, parce qu'actualiser les impacts à long terme d'une action publique avec un taux d'actualisation comme celui-là, évidemment, ça donne des cacahuètes, et donc on ne s'intéresse qu'évidemment qu'à minimiser des investissements qu'on doit faire pour des horizons longs. Donc Roger était là-dedans, il était complètement là-dedans, et vous pouvez voir dans le rapport, il y a différents travaux, encore des discussion papers de Roger qui se trouvent cités dans ce document, et c'est très intéressant de voir comment cette compréhension que finalement la théorie de l'équilibre général s'adaptait pas vraiment à la réalité du monde, comment ce besoin de réfléchir en second rang, en équilibre de second rang, mais ça rendait les choses extrêmement difficiles. Et voilà. Et pourtant concrètement, il fallait faire une recommandation de politique publique et des recommandations de méthodologie des évaluations des politiques d'investissement public. Donc c'était franchement, je plains les économistes de cette époque-là. Autant c'est extraordinaire de développer des nouvelles théories, et je ne reviendrai pas là-dessus. Roger était un brillant accompagnateur de ces développements-là. Autant, voilà, à cette époque-là, c'était encore très compliqué de faire des recommandations, parce qu'on ne comprenait pas toutes les conséquences de second best, de l'existence des inefficacités, des défaillances de marché. Néanmoins, dans ce rapport de 73, il y a déjà deux idées qui sont
présente. Il y a l'idée de l'importance des prix relatifs qui vont revenir dans la discussion sur le taux d'actualisation. Et aussi, et c'est très intéressant, dans l'annexe 5 de ce rapport, il y a en fait un développement du Consumption-Based Capital Asset Pricing Model qui va être développé 10 ans plus tard par les différentes personnes dont certains vont obtenir le prix Nobel là-dessus. Il y a déjà dans ce papier-là, dans ce rapport-là en 73, un développement de cette nature-là, et aussi la découverte de ce qu'on appelle l'equity puzzle, en fait, que quand vous calibrez les équations avec des aversions pour le risque raisonnable, vous avez une estimation de risque relativement faible. Donc Roger a baigné dans cet environnement-là dès son premier âge de chercheur. Donc, moi, je vais intervenir effectivement sur deux choses. Le premier point, c'est son papier de 2004. Qui est un premier papier qui concrètement va regarder la problématique de quel taux d'actualisation faut-il choisir pour des problématiques de très long terme. Ce papier s'appelle Calcul économique et développement durable, 2004. Et puis je voudrais aussi intervenir sur ce que lui a fait aussi concrètement en tant que président coprésident, je m'excuse, Jean-Paul Aurillac ici dans la salle, coprésident d'une commission qui a vécu, je pense, de la fin 2016 jusqu'à 2022-2023, qui avait notamment pour vocation à redéfinir le taux d'actualisation, recalibrer le taux d'actualisation. Donc dans ce chapitre dans cet article de 2004 de Roger, il y a cette idée qu'en fait on peut très bien avoir un taux d'actualisation de 10% pour évaluer des impacts sur la consommation de biens qui sont reproduisibles par une fonction de production, mais en même temps utiliser un taux d'actualisation beaucoup plus faible pour des actifs environnementaux qui sont en offre fixe. La règle de Ramsey en fait que Roger va développer dans la dimension écologique. Cette règle de Ramsey, il faut l'appliquer de façon différenciée pour les biens de consommation comme pour les biens écologiques, avec des taux de croissance de la disponibilité de ces consommations qui sont différentes parce que simplement en ce qui concerne l'écologie, les actifs naturels ne sont pas reproduisibles, aussi facilement que des actifs des biens de consommation courante. Et donc voilà, c'est une idée centrale qui en fait revient sur la notion de prix d'évolution de prix relatif. C'est étant donné la rareté relative croissante du capital environnemental qui ne peut pas croître comme les biens de consommation courante, eh bien cette rareté relative introduit des prix relatifs qui vont être de plus en plus importants pour le bien écologique, et donc un taux d'actualisation implicite qui va être plus faible. Donc ça, c'est une idée qui développe en 2004. C'est une idée qui en fait justifie quelque chose qui n'était pas courant à l'époque, ni en France ni ailleurs. C'est l'idée d'avoir des taux d'actualisation qui sont différents alors que dans les années 60, 70, 80, les économistes pensaient qu'il fallait un taux unique, un taux marginal de substitution unique intertemporel, un taux d'actualisation unique pour évaluer toutes les politiques publiques, quelle que soit la nature des biens que ces politiques publiques engendrent. Voilà, donc ça c'est un apport très important, je pense que Roger a eu à l'époque, qui a été en fait confirmé dans une autre dimension par ce qui était le commissariat général au plan, qui a un peu plus tard décidé de effectivement utiliser des taux d'actualisation différents pour des biens différents. Et en 2016, donc fin 2016, la commissariat général au plan, peut-être sous ta présidence, non, Jean-Paul, a décidé de proposer à Roger de devenir coprésident d'une commission qui avait la charge de faire un aggiornamento complet des méthodes d'évaluation des politiques publiques, de l'analyse coût-bénéfice et évidemment en particulier du choix du taux d'actualisation. Et donc, je passe les détails. Cette commission a décidé d'utiliser dorénavant un taux d'actualisation qui aujourd'hui a été fixé à 1,2%, plus 2% de l'élasticité l'élasticité revenu, du bien considéré. Donc, pour un bien, pour une activité, pour un investissement public qui va produire un bien dont l'élasticité revenu est de 1 par exemple, ça vous donne un taux d'actualisation de 1,2%, le taux sans risque, plus 2% de 1, c'est-à-dire 2, ça veut dire 3,2%. Mais si vous avez un projet d'investissement qui va
produire un bien dont l'élasticité revenu est égale à 0, vous devez utiliser un taux d'actualisation de 1,2%. Donc vous avez à nouveau une proposition qui porte sur une différenciation des taux d'actualisation en fonction du profil de risque, parce qu'en fait, l'élasticité revenu du bien en question, ça mesure la sensibilité de la valeur de ce bien-là au risque macroéconomique. Et plus votre élasticité revenu est importante, plus le risque engendré par l'activité économique générale ou la prospérité relative de la société sur la valeur intrinsèque du bien qui va être produit par la politique publique, et bien plus le risque de cet investissement est important, et donc il faudra choisir un taux d'actualisation plus élevé. Donc le problème que j'ai eu avec Roger à l'époque, et ça a mené lui et moi à pas mal de tractations et de débats, d'abord à l'intérieur de la commission Guenry-Ourliac, et puis ensuite de nombreuses réunions, lui et moi, dans son bureau du Collège de France, rue d'Ulm, où en fait Roger était en difficulté avec le 2% de la prime de risque de cette formule-là. Lui considérait en fait notamment que les fluctuations naturelles ou les fluctuations endogènes liées peut-être notamment à l'existence d'équilibres multiples et de variations de changements de coordination dans les croyances pouvaient engendrer un risque qui était un petit peu surrogate ou artificiel, et donc ne devait pas être intégré dans la prime de risque. Et donc lui suggérait une prime de risque beaucoup plus faible, à un même moment où, à l'intérieur de la commission du commissariat général au plan, vous savez, dans cette commission générale, le commissariat général au plan, les commissions en fait intègrent des experts scientifiques, mais aussi des représentants des différents services publics impliqués là-dedans, et notamment des représentants du secteur de la mobilité ferroviaire ou du résidentiel, etc., etc. Et donc, quand le commissaire général au plan, à la fin des années 2000, décide de choisir des taux d'actualisation qui sont d'autant plus élevés que l'élasticité revenu est élevée, eh bien, vous avez tous les lobbies qui produisent des biens à élasticité revenu élevée qui vont essayer de combattre et qui essaient de revenir à un taux d'actualisation unique. Et Roger et Jean-Paul ont été impliqués dans ces débats, et moi je vois bien, pour y avoir contribué un petit peu, ces lobbies étaient assez actifs, et pour affronter ces lobbies, il faut évidemment deux choses. Il faut à la fois un consensus, il faut une légitimité scientifique, mais aussi un consensus scientifique autour de ces sujets-là pour être capable de donner les bons arguments aux différents lobbies qui sont en action. Et là, évidemment, on était en difficulté parce qu'il y avait des arguments de second best, d'équilibre multiple, de fluctuations qui ne correspondaient pas à un risque réel. En même temps qu'il y avait l'equity premium puzzle qui suggérait que sur les marchés financiers, eh bien effectivement, la prime de risque que les acteurs de l'économie imposaient aux actifs les plus risqués était exagérée par rapport à ce qu'on pouvait prédire en termes de réalité de l'inversion risque des investisseurs, etc. Et donc voilà, on a eu un débat entre faut-il utiliser une prime de risque à 5% comme le font les marchés, l'equity premium, ou bien utiliser 0,2% comme le prédit le modèle fondé sur les préférences individuelles et le CAPM. Et donc, finalement, on est arrivé à 2%. Je ne vais pas refaire les détails, mais voilà, on a eu de vrais débats. Roger voulant vraiment quasiment éliminer les primes de risque, mais puis finalement reconnaissant qu'il y a, sur le très long terme, des risques macro très importants qui justifient une prime de risque pour l'évaluation des politiques public à ce niveau-là. Si vous permettez, je voudrais en une minute faire une petite référence à Roger Guenry, leader académique et une personnalité, une compétence qui, je trouve, est assez peu assez peu présente dans le monde académique français. Et là je veux dire comme ça, je serai court, un petit paragraphe. Depuis les rives de la Garonne, puis-je me permettre, en guise de conclusion, de saluer l'entre
entrepreneur académique que fut Roger. La proximité intellectuelle de Jean-Jacques Lafon et Roger Guenry à la fin du siècle dernier est bien connue. Elle se reflète aussi dans la volonté commune de contrer la douce mais inéluctable force d'inertie conduisant au déclassement international des institutions académiques de notre pays. Le CERAS et le Delta, créés par Roger, ont été les pendants parisiens du GREMAC, toulousain, créé au même moment par Jean-Jacques, précurseur des prestigieux Paris School of Economics et Toulouse School of Economics. Nos institutions sœurs sont des démonstrations assez uniques dans le paysage académique français que la clairvoyance, la volonté et la persévérance de quelques leaders académiques, et là évidemment je pense à Roger, sont capables de renverser le destin de nos institutions à travers les générations. Nous leur devons une éternelle reconnaissance. Merci. On va continuer toujours sur le taux d'actualisation et Olivier a travaillé là-dessus avec Roger Guenry. Alors je vais être peut-être assez court parce que tu as déjà dit beaucoup de choses sur le taux d'actualisation, mais faire écho peut-être à ce qui a été dit avant. Moi j'ai connu d'abord Roger Guenry. Quelqu'un a parlé d'un casque argenté au tout début. Moi je l'ai connu en effet à une époque où il avait ce casque argenté et plus ses cheveux noirs qu'on peut voir sur les photos, par exemple avec Mervyn King ou d'autres. Et je l'ai eu comme professeur, le même cours. Est-ce que ça s'appelait DEA ou M2 ? Moi, je pense que je suis exactement la génération qui ne sait plus si ça s'appelait DEA ou M2, parce que c'était exactement la génération de transition, mais le même cours que celui que d'autres avant moi ont eu. Et oui, il était très impressionnant, mais moi, je l'ai appelé beaucoup, je l'ai après beaucoup plus fréquenté parce que moi, je suis un matheux, en fait, qui a fait un pas de côté en économie à l'ENS, et donc je suivais son cours à Jourdan. Et bon, c'est ce que je disais, et j'ai surtout fréquenté grâce à Jean-Michel Lasserie. Alors, je sais pas, Jean-Michel Lasserie était là tout à l'heure, je le vois plus aujourd'hui. Pour ceux qui le connaissent moins, Jean-Michel Lasserie fait partie de la grande génération des Dauphinois. Et je crois que c'est Ivar Eklund qui était son directeur de thèse, et il a été lui-même le directeur de thèse de Jean-Charles Rocher. Voilà, ça situe un petit peu la personne. Et bon, moi j'ai rencontré Jean-Michel Lasserie indépendamment de tout ça, mais on travaillait sur plusieurs sujets. On a travaillé notamment sur cet article que tu citais, qui est l'article de 2004 dans la revue économique, qui est un article en français, calcul économique et développement durable. Et très vite, on a discuté avec Roger Guenry. Il se trouve que moi, je faisais ma thèse sur les Minfield Games, qui ont été aussi évoqués tout à l'heure. Et j'étais au premier étage du Collège de France, là où sont parqués les matheux, alors que j'allais dire les économistes. L'économiste. Et tout en haut. Et du coup, bah, on se voyait pas mal, on se croisait dans les escaliers, on discutait beaucoup. Et comme on travaillait avec Jean-Michel Lasserie sur son papier et qu'on avait proposé des généralisations, bah, on avait fini par écrire un papier tous les trois. Et donc, bon, t'as expliqué de quoi ça parlait, mais grosso modo, le résultat de Roger, c'est un résultat asymptotique. En fait, c'est en temps très long ce résultat, et on a essayé de regarder ce qui se passait plutôt à distance finie, comme on dit, c'est-à-dire essayer de comprendre la dynamique, avoir une sorte de, non pas un taux écologique, mais une courbe des taux écologiques. Ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième, c'était on est vraiment face à une bifurcation en fait dans ce papier où si on a une élasticité qui est plus petite qu'un certain seuil, enfin c'est 1, et on est dans un cadre et sinon dans un autre. Et donc du coup, moi je me souviens par exemple de discussions avec la Caisse des dépôts qui nous disait mais qui essayait d'appliquer ça. Alors pour moi c'est plutôt une œuvre philosophique, hein, mais appliquer ça, quel est mon taux de substitution exactement sur ces... Il me parlait de choses pour la Compagnie des Alpes avec la protection des tétralyres. Enfin moi j'étais très content avec les résultats mathématiques, quoi. Mais et donc on a essayé aussi dans ce papier d'adresser, si je puis dire, la question de l'incertitude quand on n'est pas bien sûr de son taux de l'élasticité de substitution, ce qu'on peut dire. Et il y a une sorte de principe de précaution qui émergeait de tout ça. Voilà. Et donc on a fait ce papier qui a dû sortir en 2012, et mais les travaux dataient de 2009, et dataient d'une époque en fait où Roger Guenry nous avait pas mal accompagnés, parce que se créait à ce moment-là à Dauphine la chaire Finance et Développement Durable. Alors quelque chose qui date de 2008-2009, c'était assez audacieux, hein, en 2008 ou 2009 de mettre Finance et Développement Durable au même endroit.
Et c'était une chaire donc à Dauphine avec des partenaires qui étaient EDF et Crédit Agricole, et qui est quelque chose qui continue en fait d'exister aujourd'hui. C'était sous la houlette donc de Jean-Michel Lasserie et de Pierre-Louis Lyons. Et Roger Guenry siégeait au conseil scientifique, venait aux réunions avec les sponsors, et on retrouvait son côté. Il aimait bien l'entrepreneuriat académique. Je pense que c'est l'expression que tu as utilisée. Et je pense qu'il appréciait ça. Et il venait, il était venu dans un workshop. Je crois qu'il y a eu un workshop. Pierre-André, il y a eu un workshop à Monaco, le premier workshop d'FDD, c'est ça? Voilà. Et ça. et bon, enfin, de toute façon, une chaire avec 2 professeurs du Collège de France, puisqu'il y avait Pierre-Louis Lyons et Roger Guenry, c'était quand même quelque chose. Il y avait une certaine classe. Donc, moi, je vous disais, à cette époque-là, j'étais au premier étage, et puis au 3 rue d'Ulm, et puis de temps en temps, je montais là-haut. Alors, je pouvais te croiser toi, on se croisait aussi parfois. Il y avait Fanny Henriet, puis parfois, il y avait ces anciens étudiants qui ont parlé tout à l'heure, qui sont là. Soit on discutait collectivement, mais c'était toujours intéressant de discuter avec Roger, parce que comme ça a été dit, il avait un savoir encyclopédique. Alors parfois, il maugréait un petit peu sur ce qu'il appelait l'amnésie de la profession. D'accord, il disait, mais ça, c'est résolu, quoi, comme problème. Enfin, il comprenait pas pourquoi les gens s'intéressaient en short à des choses alors que lui pensait que c'était résolu. Moi, ce qui m'intéressait, donc je vous ai dit, c'était les problèmes de Minfield Game au début, et puis pas mal la finance. Alors, la finance n'était pas forcément son sujet préféré, mais il avait toujours plaisir à parler, il faisait des liens avec autre chose. Enfin, c'était vraiment toujours un plaisir de parler avec lui. Et bon, après, moi, j'ai vécu ma vie, je suis allé ailleurs que à ce premier étage du Collège de France, qui a été un sas, si je puis dire, pour moi. Et j'avais toujours plaisir à le recroiser dans le quartier du Collège de France. Alors, moi, manifestement, la bouteille de Suze était déjà terminée quand je l'ai rencontré. Donc, mais il continuait d'aller au comptoir du Panthéon ou au café de la Nouvelle Mairie. Je ne sais pas quel était le restaurant dont tu parlais tout à l'heure, Gabriel. Voilà. Et bon, évidemment, quand on le voyait parfois ces dernières années, ça faisait un petit peu mal au cœur parce qu'il était affaibli. Mais voilà, je veux juste terminer au-delà du caractère purement professionnel. Moi, j'ai pas. On a beaucoup échangé, etc. Mais il y avait clairement une différence de génération. Ça vous aura pas échappé. Bon. J'ai noté quand même personne n'a parlé des grenouilles jusqu'à présent, donc il y a pas mal d'histoires, je sais pas si quelqu'un en parlera après, des grenouilles, mais je vais évoquer quelque chose d'autre, peut-être pas tout aussi anecdotique, mais qui est lié à Roger Guenry. Moi, je trouve que c'est quelqu'un qui segmentait pas mal les choses. Il parlait pas forcément à tout le monde des mêmes choses. Et un jour, on évoquait ma vie, sa vie, enfin une conversation beaucoup plus détendue et beaucoup moins impressionnante que ce qu'on pouvait avoir avec lui d'habitude. Et donc, il y a des Mayennais dans la salle. Et je lui disais que moi je suis pas du tout Mayennais, je suis né dans la Somme, mais mes parents, donc la Somme, là où je suis né, c'est une ruralité plutôt triste. Et c'est pas une ruralité verte comme en Mayenne. Et mes parents nous emmenaient, mon frère et moi, passer l'été dans une ferme dans la Mayenne qui se trouve, je vais y mettre l'accent, mais à Torcé-Vivier en Charny. Donc c'est un peu en dessous d'Évron, Évron. Et donc j'avais évoqué ça avec lui, et donc il était très très curieux. Il me demandait le nom des gens qui tenaient l'exploitation. Alors il les connaissait pas, mais il voyait tout à fait la tour de la ferme, parce que manifestement il y avait fait du vélo petit. Enfin c'était et je vous parle d'un temps, moi il était surtout très surpris, c'est ça, que quelqu'un de ma génération connaisse encore des choses qui pour lui venaient d'une France qui avait, pour ainsi dire, un petit peu disparu. C'est-à-dire que je pense que c'est là, on en discutait tout à l'heure avec avec certains Mayennais, c'est plutôt ses parents qui parlaient comme moi, les gens que je rencontrais là-bas, et qui me balançaient un torchon et me disaient va torchonner la table, ou des choses comme ça, et qui mangeaient le soir de la miotée au vin, mais pour les enfants c'était la miotée au lait. Enfin voilà, en tout cas je pense que
voilà, de là où il a aussi emporté ce petit bout de France qui clairement n'existe plus aujourd'hui. Voilà. Renaud, toi, tu étais en thèse avec Roger Guenry, je crois même que tu étais son dernier thésard. Oui, je crois. Donc, on va t'écouter. Donc, merci aux organisateurs pour cette journée. Oui, comme tu le disais, j'ai été, je pense, le dernier doctorant de Roger Guenry. Donc, j'étais son doctorant de 2009 à 2013. Et donc, j'ai pas eu l'occasion de travailler directement avec lui comme co-auteur, bien sûr, mais j'ai pu bénéficier de son retour sur ma thèse. Donc, je voulais parler aujourd'hui brièvement. Donc, je crois qu'on est un tout petit peu en retard, c'est ça ? Un peu beaucoup. Un petit peu beaucoup. Bon, j'essaierai d'être relativement bref, mais je voulais parler en fait du rapport qu'il a écrit pour le CAE, qui s'intitule Kyoto et l'économie de l'effet de serre. Donc tu as mentionné le fait que c'était bien sûr un producteur de savoir académique de grande qualité, mais aussi un homme qui avait dès sa jeunesse en quelque sorte écrit des rapports pour éclairer les décideurs publics. Et donc je me suis intéressé à ce rapport-là, de nouveau intéressé à ce rapport, puisque je l'avais lu en fait il y a 15 ans, concrètement pendant ma thèse. Donc ce rapport, pour lui donner un peu de contexte, il est écrit en 2002, enfin il est écrit en 2001-2002, et il est censé donc être présenté au Premier ministre en 2002, et porter un jugement critique sur le protocole de Kyoto. Pour vous donner du contexte, le protocole de Kyoto, il a été signé en 97, mais à l'époque du rapport du CAE, il n'est pas encore en vigueur. Il sera rentrera en vigueur en 2005. Le contexte est un peu à l'urgence, puisque les USA viennent juste de sortir du projet et ont refusé en 2001 de ratifier le protocole. La Russie hésite encore. Donc on est dans un contexte d'environnement incertain et on a cette commande donc du CAE pour produire ce rapport et se poser les questions suivantes. Premièrement, quel examen critique peut-on faire du protocole de Kyoto ? Encore une fois, il n'est pas encore en vigueur, on n'a aucune vraiment connaissance de ce qui va advenir. C'est une sorte d'examen ex ante de ce qui peut advenir, un examen essentiellement théorique, de réflexion théorique. Et est-ce que cet accord peut être encore viable dans le contexte du retrait américain ? Et enfin, quelles améliorations peut-on apporter finalement à ce protocole ? Donc l'analyse maintenant que propose le rapport. Pour faire simple, si vous lisez ce rapport donc de Roger Guenry, ce rapport il est plutôt en faveur clairement du protocole de Kyoto. L'accord du protocole de Kyoto lui apparaît non prématuré, lui apparaît justifié dans son ambition, notamment pour générer un phénomène qu'il appelle d'apprentissage collectif au niveau des régulations, des institutions, ainsi de suite. Un point également important, c'est le point sur les outils, les instruments économiques mis en avant par le protocole de Kyoto et qui sont validés en quelque sorte par Roger Guenry dans son rapport, ces mécanismes de flexibilité et notamment un en particulier qui est le marché de quotas, de droits pollués si vous préférez. Donc pour réduire bien sûr les coûts d'abattement, ainsi de suite. Mais ce qui va être intéressant, c'est que Roger Guenry il va lister toute une série de problèmes en fait liés potentiellement à ce protocole de Kyoto. Il y a toute une série dans le rapport, mais en fait je vais retenir deux principaux. Le premier, ça va être la couverture géographique trop étroite du protocole de Kyoto. Je vous rappelle, dans le protocole de Kyoto, je ne vais pas vous faire un cours sur le protocole de Kyoto, je le fais déjà à mes élèves à l'école des mines, mais concrètement, c'est un regroupement de pays riches dans les annexes B, donc essentiellement, initialement, les USA, le Japon et l'Union européenne, qui visent à limiter leurs émissions de gaz à effet de serre d'environ 5% sur la période 2008-2012 par rapport à 1990. J'ai déjà tout dit. On a une couverture géographique très étroite liée donc à cet outil de politique climatique. Et Roger Guenry voit ça comme une limite majeure, bien sûr, de l'outil. Parce que ça crée des distorsions de compétition, bien sûr. Ça crée également un risque de délocalisation, de fuite de carbone. Et tout ça réuni pose aussi un problème de crédibilité et de la permanence finalement de l'outil, puisque pour les pays signataires du protocole de Kyoto, comme les États européens, on a un ratio coût-bénéfice qui tend à être défavorable, notamment clairement avec la sortie des USA. Donc premier risque, on a ce risque de couverture géographique trop étroite, sur lequel il insiste beaucoup. Second risque, c'est lié plus au choix de l'instrument. Donc il valide concrètement dans le rapport l'utilisation des marchés de quotas,
des droits pollués. Mais il replace en fait la question de l'instrument dans un débat théorique bien connu qui sont choisir entre un instrument qui vise à un instrument de type prix ou un instrument de type quantité, donc en se plaçant dans le papier de Weizmann de 74 dans Riestead. Donc il reprend cet argument et il avance également d'autres arguments. Et ces arguments le poussent un petit peu à critiquer ce marché carbone et à viser notamment à instaurer peut-être un prix plancher et un prix plafond pour avoir une sorte d'instrument un peu hybride à cheval entre un instrument type prix ou un instrument type quantité. Donc il va, à partir de ces deux critiques, potentiellement arriver à un scénario assez pessimiste, mais sur lequel il passe assez peu de temps, je vous rassure. Un scénario qui s'appelle Kyoto effiloché, dans lequel il décrit une situation dans laquelle le club initial a peine à s'élargir. Ça rend donc plus difficile encore le maintien de l'outil et in fine, potentiellement l'abandon du protocole. Le deuxième problème, il est lié à l'outil des marchés des droits pollués. Il rappelle que des quotas abondants ont été distribués à certains pays, notamment la Russie, je rappelle l'air chaud russe. Et donc, il annonce possiblement des prix extrêmement bas sur les marchés des droits pollués, ce qu'on a bien sûr vérifié. Donc ça, c'est les deux éléments un peu négatifs de ce scénario Kyoto effiloché. C'est concrètement la vision un peu pessimiste qu'on peut voir dans certaines pages du rapport. Mais il y a un autre scénario sur lequel il passe un peu plus de temps, qui est Kyoto magnifié. Et essayer de réfléchir aux conditions de succès pour ce protocole. Le premier point, pour Roger Guenry, ça va être donc d'étendre la liste des pays qui vont réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, bien sûr, en repensant finalement le partenariat Nord-Sud. Donc l'idée, ça va être d'intégrer bien sûr les pays en développement de façon équitable. Donc on dit assez peu de choses dans le rapport sur l'équité, mais il est très honnête là-dessus et très prudent aussi. Et de façon attrayante, avec la possibilité donc de penser aux contraintes de satisfaire les contraintes de participation bien sûr de ces pays-là, et notamment en liant politique climatique et peut-être politique commerciale. Donc c'est un point qu'il fait bien sûr dans le rapport, ce qu'il appelle les package deals. Donc Roger Guenry, c'était pas quelqu'un qui était très adepte du franglais, mais il y a des exemples limités bien sûr, mais dans le rapport. Et ce sur quoi il insiste, c'est d'avoir une vision de long terme. Donc pas simplement des objectifs quantifiés différenciés par pays, mais aussi un accord sur les principes d'allocation de long terme des droits nationaux. Deuxième point important pour lui, c'est la protection de la compétitivité de l'espace Kyoto, donc ces pays de l'annexe B. Donc il faut limiter donc les risques de concurrence déloyale et limiter le risque de délocalisation. Et pour lui, ça passe par donc cet élargissement finalement de la liste des pays signataires du protocole de Kyoto. Enfin, sur le marché des permis, il est donc en faveur de ce marché des permis avec des changements, un prix plancher à introduire, un prix plafond à introduire, et il est très sceptique quant aux mécanismes de développement propre, en anglais les CDM. Donc il annonce déjà, sans le dire, je crois qu'il n'emploie pas le terme, mais l'argument est là, les problèmes d'additionnalité liés à ce type d'outils. Et on sait qu'on a une littérature abondante, maintenant qu'on a l'expérience du protocole de Kyoto et du fonctionnement du marché des droits pollués européens, on sait que ce type de projet, les projets CDM, ont été relativement problématiques. C'est pour ça qu'ils ont été largement écartés ensuite des politiques climatiques successives. Donc, si on prend un peu de recul vis-à-vis du protocole de Kyoto, j'ai encore une petite minute. Et non, je comprends. Donc, il y a un certain point que ça a fonctionné dans la mesure où les pays ont bien limité leurs émissions de gaz à effet de serre, les pays signataires du protocole de Kyoto, en tout cas une partie. On a eu une poursuite finalement de l'accord initial avec l'amendement de Doha. Mais si on prend encore du recul, on voit que l'élargissement de ce qu'on pourrait appeler la coalition verte, il a été très lent. Faut attendre l'accord de Paris de 2015 pour retrouver une forme en fait d'universalité dans les émissions de réduction par pays. Pour arriver à cette universalité que défend donc Roger Guenry dans son rapport, on a dû toutefois changer un petit peu de logiciel. On a basculé d'un accord du protocole de Kyoto qui avait une approche très top-down avec des objectifs imposés au niveau des pays, à une approche qui est plus bottom-up avec des pays qui vont volontairement choisir leur niveau d'émission, leur niveau de baisse d'émissions. Sur la couverture géographique, donc, comme je disais, on a cette universalité,
Mais on a toujours maintenant un problème qu'on n'avait pas forcément initialement avec Kyoto, c'est un problème d'ambition. On est dans une situation dans laquelle l'ambition climatique, finalement, n'est pas à la hauteur des enjeux qu'on connaît. Je m'arrête ici? Non, j'ai un peu de temps? Je vais s'arrêter. Oui, d'accord. Ok. Bon, merci beaucoup. Merci. Alors, j'ai pas été le doctorante de Roger et j'ai pas écrit avec lui non plus. Donc, je veux juste quand même parler de ses travaux d'économie du climat. Parce que je crois qu'en France, il a réellement été un précurseur et que dans ce qu'il a écrit, en fait, il a quasiment tout dit et qu'il y a un écho aujourd'hui de ses travaux qui reste très important. Peut-être d'ailleurs parce qu'on n'a pas fait beaucoup de progrès en matière de politique climatique en réalité. Donc, il a commencé à écrire, donc tu l'as dit, très tôt. Et je pense qu'il avait un intérêt intellectuel fort pour la question. Donc, il écrit, je vous cite... nous faisons face à toute une série de problèmes intellectuels inédits pour résoudre une question réelle, elle aussi complètement inédite. Donc, sur le plan intellectuel, il était intéressé par la mécanique de ce qui se passait. Et je crois qu'aussi, il était profondément préoccupé par la réalité des choses, par le fait que la température, que le climat se réchauffait. Alors, je crois qu'il n'a pas fait de travaux théoriques majeurs en économie du climat. C'est pas vraiment là qu'est son apport, je crois, tout simplement parce que il s'est rendu compte assez vite que le first best, il est assez évident en fait. Il n'y a pas d'enjeu, je crois. Enfin, peut-être vous me contredirez, mais finalement, on est face à un problème de bien public mondial, la qualité du climat. On voit bien que le first best, ce serait qu'il y ait un prix du carbone mondial, assorti éventuellement de transferts forfaitaires entre pays, et que si on arrivait à faire ça, le problème pourrait être réglé assez facilement. Donc, il a très très vite expliqué que ça, c'était juste pas possible parce qu'il n'y a pas d'institution économique mondiale capable d'implémenter le first best, et que les États ont des objectifs conflictuels en fait. Qu'il y a des comportements de passagers clandestins, etc. Donc tous les problèmes, il les a mis sur la table immédiatement. Il a donc expliqué qu'il fallait passer à un second, voire un third best. Et finalement, je trouve qu'il a eu une approche vraiment très pragmatique de la question, en regardant réellement dans les détails qu'est-ce qu'on pouvait trouver comme solution, qui n'était pas bien sûr la solution optimale, mais qu'est-ce qu'on pouvait faire qui pouvait marcher. Donc c'est pour ça qu'il a regardé Kyoto, le protocole de Kyoto, vraiment de très très près, et de même pour les autres choses qu'il a étudiées après, donc dont je vais un petit peu parler. Donc je voulais passer un petit moment sur un opuscule du CEPREMAP qu'il a écrit en 2010, qui s'appelle « Pour une politique climatique globale ». Donc moi j'aime bien c'est tout petit l'opuscule du CEPREMAP, pour ceux qui savent pas, c'est vraiment, ça se lit très très rapidement, mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses là-dedans, et en particulier il se demande si les petits ruisseaux font vraiment les grandes rivières. Vous savez que c'est un proverbe, bon. Donc les petits ruisseaux, c'est des tas de petites politiques climatiques désordonnées qui, en pratique, sont mises en place dans les différents pays. Bon, en Europe, on en a. Hein. Donc, des politiques climatiques souvent mal conçues, avec parfois des instruments qui s'empilent et puis qui, en fait, sont censés régler la même chose, donc ils sont pas du tout efficaces, etc. Et donc, en Europe, on fait ça tout le temps. Il y a d'autres parties du monde également où ce type de choses sont mises en place. Ça donne pas du tout un prix du carbone uniforme, ça donne des prix du carbone très différents, qui sont soit explicites, soit implicites. Donc la question qui se posait, c'est est-ce que cette accumulation de petites choses qui se font partout, à défaut d'être capable de mettre en place la solution optimale mondiale, est-ce que c'est bien ou pas, quoi? Est-ce que au final, ça nous permettra d'atteindre un niveau de réduction d'émissions qui est le niveau désiré pour éviter les gros problèmes dus au réchauffement climatique. Donc, je suis pas sûre qu'il a une réponse finale sur ce sujet. Donc, il a un peu l'idée, tu en parlais tout à l'heure, que ces choses sont utiles parce que même si elles sont pas à la hauteur des enjeux, elles sont démonstratives, quoi. Elles donnent un élan. Mais d'un autre côté, il a quand même aussi l'idée que, en l'absence d'une espèce de
signal de prix du carbone un peu unifié au niveau mondial, on va pas y arriver. Bon, c'est ma lecture de ce papier. Donc voilà. Alors autre chose peut-être, parce qu'il faut se dépêcher. Il a regardé, à mon avis, vraiment dans le plus grand détail plusieurs designs, disons, de politique climatique. Bon, tu as déjà parlé de taxes versus quotas, donc je vais pas revenir là-dessus. Par contre, par exemple, en ce qui concerne la taxe carbone, il s'est intéressé. Il a une formule. Il devait être un lecteur il devait être un amateur de Shadok, parce qu'il dit pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Et c'est typiquement comme ça qu'il voyait les taxes carbone qui étaient implémentées en France, où en fait il expliquait que ça aurait été beaucoup plus simple de faire une taxe en amont, directement aux raffineries, enfin chez les raffineurs ou chez les producteurs, un prix du carbone à ce niveau-là, qui ensuite se serait diffusé dans la chaîne des prix et qui aurait fait payer le carbone aux utilisateurs du carbone. Et on fait pas ça, en fait. On fait des choses beaucoup plus compliquées institutionnellement. Et il disait, donc c'est sûrement les lobbies. Enfin bon, il essayait de donner des explications vraiment de très concrètes, je trouve. Autre chose, par exemple, qui m'a intéressée, c'était son idée de taxe au carbone ajouté. Alors ça aussi, c'est très moderne. Alors, il explique que c'est juste pas possible. Mais il dit, en fait, ce qui serait bien, ce qu'on pourrait envisager de faire, c'est comme une TVA, mais simplement sur le contenu en carbone des objets, donc des produits. Donc, chaque producteur incorporerait le contenu en carbone de ces objets, puis ça se diffuserait le long de la chaîne de valeur. À la fin, on détaxerait, enfin, on rembourserait à l'export, et puis on taxerait à l'import. Et puis comme ça, ça marcherait très bien, comme une TVA, exactement. Donc il ajoutait tout de suite, évidemment, la difficulté, c'est mesurer le contenu en carbone à chaque étape des biens. Donc à l'époque, on pensait que c'était juste pas possible. Mais quand on y pense maintenant, avec le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, c'est une espèce de forme dégradée de ça. C'est exactement ça qu'on est en train d'essayer de faire. Alors, la commission a publié un manuel d'environ 1000 pages sur comment devaient faire les importateurs pour déterminer le contenu en carbone. Mais enfin, c'est diabolique. Mais en fait, on essaye de faire ça. Voilà, donc je voulais juste... on a beaucoup parlé de Roger comme théoricien. Bon, évidemment, c'était un théoricien extrêmement puissant, mais je voulais aussi souligner qu'il pouvait s'intéresser à des choses vraiment pragmatiques et concrètes et essayer de donner des pistes vraiment concrètes sur ce qui pouvait être fait. Un dernier mot, parce que quelqu'un tout à l'heure a dit qu'il avait juste un petit défaut, c'est qu'il s'était pas intéressé à la biodiversité. Alors, je crois que c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a 2-3 ans, à la suite d'un séminaire qu'on avait eu ici, il est venu me voir, puis il me dit, mais vous auriez pas un livre ou une référence sur ça? Parce que il s'était intéressé, en fait, à la bioéconomie mathématique. La bioéconomie mathématique, c'est magnifique, parce que c'est des maths qui entremêlent les dynamiques biologiques, les dynamiques du vivant, en fait, c'est des équations différentielles, hein, la dynamique du vivant avec les dynamiques économiques de maximisation intertemporelle, blabla. Et donc, il avait trouvé ça génial comme formulation, et il a lu ce livre, et bon, moi j'avais été, j'avoue, estomaquée de voir qu'il s'intéressait à cette nouvelle chose à ce moment-là, quoi. Voilà, merci. Je vais essayer juste de reprendre un petit point sur lequel Kathleen a parlé, sur l'opuscule CEPREMAP. Moi, j'ai connu à ce moment-là Roger Guenry. J'ai eu une chance, et il y avait un poste qui existe toujours au Collège de France, c'est ce qu'on appelait un ATER, mais c'est ATER sans le E. Donc, on venait, mais on l'aidait pendant 2 ans pour préparer un peu ses cours, mais c'était plutôt nous qui étions assistés que être son assistant. Mais la chance que j'ai pu avoir, c'est je faisais une thèse sur les marchés de permis, et donc il avait prévu pour l'année 2009-2010 de faire son cours sur la politique environnementale, de faire cet opuscule CEPREMAP. Il avait monté un petit groupe de travail où il y avait Olivier, Renaud, Fanny, on se voyait souvent. Kathleen, t'étais venue.
Toulouse, c'était trop loin, on n'avait pas de moyens, donc voilà, c'était un petit comité, mais il était très intéressé par ces questions de marché, comme vous l'avez dit, mais il y a cette idée de coordination des anticipations, voilà, tout son logiciel était beaucoup autour des coordinations des anticipations et il y voyait un problème dans la comparaison entre taxation et marché des permis et où il disait, voilà, au moins avec la taxe, on arrive, il y a l'incertitude gouvernementale, mais avec le marché, il y aura cette difficulté de pouvoir anticiper qu'on ait cette coordination. Et il voyait d'un œil plutôt bon, je dirais au début, les questions de droit d'allocation gratuite, parce qu'il voyait les allocations gratuites comme une façon un petit peu de coordonner. Et un jour, il est allé à Stanford. Il est revenu avec un petit policy brief fait par Larry Goulder, où il revient et il dit « Mais je comprends pas. Larry Goulder avait fait un petit policy brief où il disait quand ils étaient en train de préparer le marché américain, c'était la loi Waxman-Markey qui a jamais été ratifiée, mais il y avait cette idée combien donner d'allocations gratuites. Et Larry Goulder écrit, voilà, si on donne 20%, c'est suffisant pour que les profits après la régulation soient les mêmes qu'avant la régulation. Donc ça l'avait beaucoup surpris. Et donc on a travaillé là-dessus. Et après, au final, son interprétation, c'est surtout de dire, voilà, on voit qu'il y a un pouvoir de lobbying très important et qu'on donnait beaucoup plus. Si c'était juste les 20%, ce qu'on avait calculé pour l'Europe, ça voulait dire qu'on donnait 80% gratuitement. Et juste pour finir, parce que je pense qu'on a excédé le temps, donc moi, voilà, j'avais la chance pendant 2 ans d'avoir le bureau juste à côté de lui. Voilà, c'était une approche différente que d'être thésard, et donc il y avait, je dirais pas tous les jours, mais souvent des pauses longues où on parlait plus de cyclisme, d'autres choses que d'économie. Mais ce qui m'impressionnait pendant ces 2 ans, c'était tous les matins, il arrivait avec une envie de vouloir changer le monde, de vouloir influencer, et c'était vraiment ça qui était le plus marquant.